L'été 1944 ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à une exécution publique. Les colonnes américaines avancent en Normandie et, en quelques secondes, des Sherman flambent comme des torches. Le pire, c'est que les équipages tirent, encore et voient leurs obus ricocher, inutiles, humiliants. Puis la riposte tombe, lourde, froide, parfaite, et tout s'effondre. Au début, personne ne voulait y croire. Après l'Afrique du Nord, après la Sicile, beaucoup d'officiers américains avaient fini par penser que le Sherman suffisait à tout, qu'il était le bon outil, le bon compromis, la bonne machine pour une guerre moderne. Dans le désert, cette idée avait presque l'air vraie. L'adversaire reculait, les positions sautaient, et la mobilité comptait souvent plus que l'épaisseur d'acier. Mais en Normandie, ce raisonnement se transforme en piège mortel. Ici, ce ne sont pas de grandes étendues ouvertes. Ce sont des haies, des murets, des chemins étroits, des villages de pierre, et des embuscades qui surgissent à bout portant. Une seconde tu roules, l'instant d'après tu te fais frapper par un coup venu d'un bosquet, et tu comprends que tu n'étais pas chasseur, mais cible. Dans les petits paysages normands, l'ennemi n'a pas besoin d'être nombreux. Il lui suffit d'être placé au bon endroit. Les tigres, et surtout les tigres royales, apparaissent comme des murs. Leur blindage frontal est si épais que les obus des Sherman, même avec leurs canons améliorés, ont l'air de jeter des cailloux sur une forteresse. Les équipages voient les impacts, entendent le choc métallique et comprennent immédiatement ce que cela signifie. Pas une pénétration, pas un arrêt, juste un ricochet, puis un silence terrible, parce qu'ils savent ce qui vient ensuite. Et la réponse arrive. Un projectile massif traverse le Sherman, l'ouvre comme une boîte et laisse derrière lui une explosion, de la fumée, des flammes, des cris. Parfois, rien du tout. Ceux qui survivent quelques secondes s'extirpent en courant, brûlés, aveuglés, avec l'odeur d'essence et de métal chauffé à blanc collé à la peau. Ceux qui sont restés enfermés n'ont même pas le temps de comprendre. En quelques semaines, sur ces champs qui devraient être une avancée vers la victoire, des centaines de chars américains deviennent des carcasses noircies. Une armée moderne se rend compte qu'elle vient de rencontrer un adversaire contre lequel sa logique industrielle ne suffit plus. À Washington et dans les états-majors, la panique monte, mais elle monte en silence, en réunion, en rapport, en ordre contradictoire. Le problème n'est plus seulement technique, il est politique, stratégique, psychologique. On ne peut pas continuer à envoyer des équipages au contact d'un ennemi qui tire plus loin, qui frappe plus fort, et dont le blindage renvoie tes coups comme si tu n'existais pas. L'Amérique a besoin d'un symbole inverse, d'un char qui impose la peur et pas la pitié. Mais un tel char ne se crée pas en un mois. Et surtout, il faut admettre une vérité que beaucoup refusaient encore. Le pays a trop longtemps méprisé l'idée même du char lourd. Avant la Normandie, le programme de chars lourds américain avait déjà pris un coup. Le M6, développé plus tôt, avait été mis de côté. Sur le papier, il devait représenter un saut en puissance. Dans la réalité, il était lourd, encombrant, fragile mécaniquement, et son armement n'avait rien d'impressionnant face à ce que l'Allemagne alignait déjà. Les essais avaient été suffisamment décevants pour que les décideurs lèvent les mains et choisissent la solution la plus simple. Produire des Sherman, encore et encore, par milliers, et faire confiance au nombre, à la logistique, à l'expérience accumulée. Sauf que l'été 1944 vient d'exploser ce plan en plein visage. La guerre ne pardonne pas les certitudes confortables. Fin juillet, les réunions deviennent frénétiques. On cherche une solution rapide, presque désespérée. Une idée surgit. Reprendre le M6, le modifier lourdement, lui greffer une nouvelle tourelle et un canon plus sérieux. Sur le papier, cela donne une version modernisée, appelée M6A2E1. Le calibre prévu est plus puissant, une tentative de rattraper le retard à coups de métal et de volonté. Mais la réalité rattrape immédiatement l'enthousiasme. La masse grimpe, la mobilité tombe, les défauts d'origine restent là, comme des maladies chroniques qu'aucune chirurgie ne soigne. Et certains officiers comprennent qu'on ne transforme pas une mauvaise base en chef-d'œuvre, surtout quand le champ de bataille exige des réponses immédiates.
Un homme s'y oppose avec une clarté brutale, le général Lucius Clay. Il pointe le cœur du problème sans tourner autour. Même modernisé, ce char serait trop lourd, trop lent, trop fragile là où il doit être fiable. En clair, ce serait une promesse de puissance qui se transforme en panne au pire moment, sur le pire terrain, sous le pire feu. Sa critique frappe juste, et elle coupe l'élan de ceux qui voulaient une solution rapide à n'importe quel prix. Alors, une autre idée prend le relais. Une idée plus dangereuse, mais aussi plus ambitieuse. Créer un nouveau char lourd, pensé dès le départ pour affronter les monstres ennemis. Le 14 août 1944, une proposition change la direction du programme. Le T-29. Une machine censée combiner un châssis inspiré d'un projet plus moderne avec une tourelle et un armement plus solide. Son canon de 105 mm, théoriquement, pourrait frapper plus fort et plus loin. Sur le papier, cela ressemble enfin à une réponse crédible. Une machine qui ne subit plus, une machine qui réplique. Mais presque immédiatement, une nouvelle inquiétude surgit. Le vrai cauchemar, ce n'est pas seulement le Tigre. C'est le Tigre royal, avec son blindage frontal gigantesque, une muraille qui te regarde et attend ton erreur. Et la question devient insupportable. Est-ce que 105 mm suffisent vraiment quand la survie d'un équipage dépend d'une seule pénétration au bon endroit? Dans une guerre où chaque seconde compte, le doute est un poison. Et ce poison se répand. C'est exactement à ce moment-là que naît l'autre projet, celui qui fait trembler les ingénieurs eux-mêmes avant même d'exister. Le même jour, le 14 août, l'armée décide de lancer en parallèle une seconde machine, plus extrême, plus brutale, presque impensable, le T-30. Même coque, même logique de char lourd, mais une ambition démesurée. Là où le T-29 veut répondre, le T-30 veut écraser. Là où l'un cherche l'équilibre, l'autre cherche la terreur pure. Et l'arme prévue pour cette machine n'est pas un simple canon de char amélioré. C'est une pièce d'artillerie transformée en jugement dernier, un calibre de 155 mm, basé sur une arme déjà célèbre chez les artilleurs, le Long Tom. Un projectile capable de réduire un blindé à l'état de débris, peu importe l'épaisseur de sa face avant. La promesse est simple, terrifiante et totalement américaine dans son audace. Si l'ennemi a construit un mur, alors on apporte un marteau assez grand pour casser la notion même de mur. Mais cette promesse a un prix. Et ce prix, les ingénieurs vont le découvrir très vite, au moment où ils vont tenter de faire entrer l'artillerie dans une tourelle, avec un équipage, dans un volume limité, sous des contraintes de combat réelles. Parce qu'un canon monstrueux ne donne pas seulement de la puissance. Il donne aussi du poids, du recul, des munitions impossibles à manipuler, et une cadence de tir qui peut te tuer si tu n'arrives pas à recharger à temps. La décision officielle tombe le 14 septembre 1944, et soudain le projet cesse d'être un rêve sur une table de réunion. Il devient une course contre des limites physiques. On ne parle plus seulement de blindage et de calibre, on parle d'un problème beaucoup plus cruel. Comment faire entrer un monstre d'artillerie dans un char et comment le faire tirer sans transformer l'équipage en esclaves épuisés au bout de 5 minutes? La base choisie est une arme déjà respectée depuis des années. La pièce de 155 mm, connue sous le nom de Long Tom, avait été conçue avant la guerre pour remplacer une artillerie vieillissante, et elle s'était imposée sur tous les théâtres d'opération où l'armée américaine devait frapper loin et fort. Mais la version destinée au T-30 doit être arrachée à son monde. Une tourelle n'est pas une batterie d'artillerie, et un char n'a pas la place pour les gestes amples, les servants nombreux et le confort relatif d'un canon tracté. Ici, chaque centimètre compte, chaque kilo devient une menace. Chaque mouvement doit être possible dans un espace étroit, sous vibration, sous stress, parfois dans la fumée. Les ingénieurs raccourcissent le tube, réduisent sa longueur à un format qui reste gigantesque, mais compatible avec une installation blindée. La vitesse initiale baisse forcément, parce qu'on ne peut pas garder la même configuration qu'au sol. Pourtant, même ainsi, l'arme obtenue écrase tout ce que les États-Unis ont jamais tenté de mettre sur chenille. Elle reçoit son propre nom, son propre index, son propre destin. Et autour d'elle, toute la tourelle doit être construite comme une cathédrale dédiée à un seul acte,
tirer. Le problème arrive avec une brutalité mathématique. Chaque projectile pèse 43 kg et la charge propulsive ajoute encore 18 kg. Cela signifie que chaque tir, avant même de partir, est un objet de 61 kg à manipuler, à positionner, à pousser dans la chambre. Aucun soldat ne peut faire ça seul, pas de manière répétée, pas dans un volume confiné, pas avec l'urgence d'un duel blindé. La solution est aussi simple que terrifiante. 2 chargeurs. 2 hommes uniquement pour nourrir le canon. 2 hommes qui n'auront pas le droit d'être lents, parce que le rythme de tir devient la ligne de vie de tout l'équipage. La procédure n'a rien d'héroïque, elle est mécanique, presque industrielle. Un mécanisme de levage extrait l'obus de la réserve et l'amène vers la culasse. Ensuite, un dispositif de poussée aide à l'engager, parce que les bras humains ne suffisent pas. Même avec cette organisation, la cadence reste faible. 2 tirs par minute quand tout va bien, quand la coordination est parfaite, quand la fatigue ne ronge pas les gestes. Dans un monde où quelques secondes décident qui brûle et qui survit, c'est une faiblesse monstrueuse, collée au cœur même de la puissance. Et ce canon exige une tourelle à sa mesure. Pas une silhouette compacte, pas une forme discrète. Une masse haute, arrondie, imposante, conçue pour que les 2 chargeurs puissent travailler debout et qu'ils aient au moins un minimum d'espace pour respirer entre 2 manipulations. Cette architecture impose ses propres règles. Le chargement n'est possible qu'à certains angles d'élévation, ce qui veut dire qu'au combat, il faut parfois choisir entre viser idéalement et recharger rapidement. Ce genre de compromis peut faire basculer un duel en une fraction de minute. Pour survivre face aux menaces attendues, la protection devient presque obscène. Le front de tourelle atteint des valeurs qui donnent l'impression d'un bunker mobile, avec des zones dont l'épaisseur dépasse 200 mm et grimpe encore davantage selon l'endroit. Les flancs restent massifs, l'arrière est moins dense mais demeure robuste. La coque elle-même suit la même logique, une plaque frontale épaisse, inclinée de manière rationnelle pour augmenter la résistance réelle. Sur les côtés, on conserve une épaisseur sérieuse, suffisante pour encaisser beaucoup plus que ce que subissent les chars moyens. Tout cela transforme le T-30 en une forteresse roulante, mais chaque millimètre de blindage pèse sa taxe en kilos. La masse explose. Avec la tourelle, l'arme, les réserves de munitions réduites à 32 coups et tous les systèmes nécessaires, le char grimpe au-delà de 75 tonnes. À ce niveau, ce n'est plus seulement un véhicule, c'est un défi aux routes, aux ponts, au transport ferroviaire, à la mécanique elle-même. Même l'équipage change de logique. Ils sont 6. Commandant, tireur, 2 chargeurs, conducteurs et opérateurs radio qui contrôlent aussi une mitrailleuse frontale. Le char ne se contente pas de frapper, il doit se défendre en permanence, parce que sa taille le rend impossible à cacher. Et plus l'armement devient terrifiant, plus une question revient, comme une lame froide dans la nuque des ingénieurs. Comment déplacer tout ça? Ce n'est pas un détail, c'est la condition de survie de la machine. Une puissance immobile n'est qu'un monument. Un monument se contourne, se bloque, se détruit. Alors, pendant que certains rêvent déjà d'un tir capable de briser n'importe quel blindage, d'autres comprennent que la vraie guerre du T-30 va se jouer dans son ventre, là où le moteur doit prouver qu'il peut traîner une montagne. Le piège est là, invisible, et pourtant il menace tout le programme. Une machine peut avoir le blindage d'une forteresse et un canon capable d'effacer un char ennemi en un seul coup, mais si elle avance comme un animal épuisé, elle meurt avant même d'entrer dans la bataille. À plus de 75 tonnes, la mobilité n'est plus un bonus, c'est la condition pour exister. Les ingénieurs se retrouvent donc devant une équation brutale. Il faut une puissance énorme, mais il faut aussi une fiabilité absolue, parce qu'une panne sur un engin pareil ne se répare pas en bord de route avec 3 outils et de la chance. Au départ, la logique américaine impose une solution de bon sens, unifiée au maximum. On prévoit le même moteur que pour le T-29, un gros bloc essence déjà choisi pour simplifier la production et l'entretien. Sur le papier, cela évite un cauchemar logistique. Dans la réalité, les calculs tombent comme une condamnation. La puissance disponible paraît correcte, mais elle se dilue dans une masse gigantesque, et l'engin risque de manquer de souffle dès qu'il quitte une route propre. Un char lourd qui ne peut ni accélérer,
ni manœuvrer vite, ni changer de position sous la menace, devient une cible lente, une proie qu'on isole, qu'on contourne, puis qu'on achève. Et là, une vérité gênante refait surface. La guerre ne se gagne pas seulement avec l'impact, elle se gagne avec l'endurance. Pour que ce colosse ait une chance, il doit rester en mouvement, supporter des kilomètres, encaisser des vibrations, grimper, descendre, tourner sans déchirer sa propre mécanique. On ne demande plus au moteur de faire rouler un char, on lui demande de traîner une montagne d'acier, de munitions, de blindage et de systèmes internes qui n'existent que parce que le canon lui-même exige une tourelle surdimensionnée. À la fin de 1944, le contexte bascule. Les armées alliées avancent et la pression du temps change de forme. Le T-30 ne peut plus prétendre être l'arme qui sauvera la campagne d'Europe à court terme. Mais il n'est pas abandonné, parce qu'il devient autre chose. Une machine d'essai, un laboratoire roulant, une preuve de concept. Et cette nouvelle identité ouvre une porte. Moins d'urgence politique, plus de liberté technique. C'est le moment où le programme cesse d'être une panique et devient une obsession méthodique. La décision la plus importante concerne le cœur mécanique. On choisit finalement un moteur radial à refroidissement par air, plus puissant, plus robuste et surtout moins vulnérable à certaines faiblesses classiques des systèmes refroidis par liquide. L'idée est simple. Si tu supprimes des circuits complexes, tu réduis des points de rupture. Et sur un engin aussi lourd, chaque faiblesse se transforme en immobilisation. Le moteur retenu n'est pas une baguette magique, il ne transforme pas le char en sprinter, mais il apporte un souffle plus stable et une fiabilité attendue meilleure, ce qui vaut parfois plus que quelques kilomètres par heure. La transmission suit la même logique. Conduire une telle masse n'est pas seulement un travail, c'est un combat permanent contre l'inertie. Une boîte automatique moderne, pour l'époque, devient un choix stratégique. Elle rend le pilotage plus fluide, diminue la charge physique sur le conducteur et réduit certaines erreurs humaines qui, sur un char moyen, sont pardonnables, mais sur ce monstre, peuvent t'envoyer dans un fossé ou t'empêcher de reculer à temps. Chaque amélioration de contrôle est une seconde de survie gagnée. Pendant que la mécanique change, la tourelle, elle aussi, refuse de rester tranquille. Les premières solutions prévues montrent des faiblesses de protection inattendues, non pas dans la masse de blindage, mais dans ces zones que les ingénieurs détestent. Ouvertures, fentes, détails de conception qui paraissent minimes, jusqu'au moment où une balle ou un éclat trouve l'angle parfait. Les corrections s'accumulent, et la tourelle évolue, conservant l'idée générale, mais devenant plus sûre, plus cohérente, plus fermée, comme si chaque défaut découvert rappelait la même règle. Ce char doit être inviolable à l'avant, ou il ne sert à rien. Puis vient l'instant où tout devient réel. Le premier prototype est enfin terminé au début du printemps 1945. Il roule, il respire, il porte son poids comme une menace. Il est envoyé sur un terrain d'essai pour qu'on le pousse jusqu'à la rupture, qu'on le fasse chauffer, qu'on le fasse souffrir, qu'on mesure ce qu'il vaut quand il n'y a plus de papier, plus de promesses, plus d'excuses. Et alors que la guerre en Europe touche à sa fin, le T-30 entre dans sa propre guerre. Une guerre contre les kilomètres, les pannes, les réglages et l'humiliation d'une machine trop ambitieuse pour accepter la médiocrité. Les essais ne ressemblent pas à une démonstration triomphale. Ils ressemblent à une traque. Chaque kilomètre parcouru est une question posée à la machine, et chaque bruit suspect est une réponse inquiétante. Le monstre roule, mais il roule sous surveillance, comme si tout le monde attendait l'instant exact où la mécanique craquera. Les techniciens notent tout, mesurent tout, démontent, remontent, remplacent et recommencent, parce qu'un char aussi lourd ne pardonne pas l'approximation. Sur ce programme, une petite erreur ne donne pas une petite panne, elle donne une immobilisation totale. Très vite, le projet cesse d'être un simple prototype isolé. Les numéros se succèdent et la série expérimentale s'épaissit. Contrairement à l'idée confortable qu'il n'aurait existé que 2 engins, plusieurs exemplaires apparaissent au fil du temps, chacun servant de cobaye pour un aspect différent. Certains restent sur place pour des tests de composants, presque comme des machines de laboratoire qu'on n'a pas besoin d'envoyer loin. D'autres, au contraire, sont destinés à avaler des kilomètres, à être déplacés, expédiés, exposés à des contraintes où la moindre faiblesse devient une catastrophe.
Le terrain d'épreuve principal reste le grand centre d'essai où l'armée juge ses blindés. Là, le char est poussé dans des parcours variés, sur route, sur piste, sur sols irréguliers, avec des arrêts brutaux, des redémarrages, des manœuvres lentes et des accélérations qui mettent le moteur à genoux. Chaque session révèle des détails que personne n'aurait voulu découvrir en combat. Une transmission qui chauffe trop, un composant qui s'use plus vite que prévu, une vibration qui remonte dans la structure, un comportement étrange quand la masse se déplace sur un terrain qui n'offre aucun répit. Puis vient le moment où on décide de ne plus le tester seulement dans un environnement raisonnable. On veut le forcer à survivre ailleurs, loin de ses habitudes, pour savoir si sa puissance est universelle ou fragile. Une machine est donc chargée et envoyée vers Fort Knox, non pas pour le prestige du nom, mais pour changer le cadre, varier les conditions, casser les routines. Une autre prend la direction d'une base désertique, où la chaleur devient un ennemi aussi dangereux qu'un canon adverse. Là-bas, l'air sec, la poussière, les températures élevées mettent à nu les faiblesses de refroidissement et les limites des matériaux. Un système qui fonctionne bien sur un terrain tempéré peut se transformer en problème permanent sous un soleil qui brûle. Dans ce désert, rien ne triche. Les mécaniciens doivent intervenir, parfois avant même que le programme ne puisse vraiment commencer. On change des pièces, on ajuste, on renforce, et malgré cela, les essais imposent leurs lois. La transmission doit être remplacée après une période d'utilisation, et la machine reçoit une version améliorée, plus résistante, pensée pour supporter des efforts que peu de chars imposent à leurs organes internes. Ce n'est pas un simple réglage, c'est une chirurgie lourde. Et pourtant, personne ne s'arrête, parce que chaque correction rapproche le programme d'un char réellement utilisable, même si la guerre pour laquelle il a été imaginé n'existe déjà plus. Pendant ce temps, un autre exemplaire part vers le pire froid imaginable. Direction le Canada, dans un fort où l'hiver ressemble à une punition. Avant même ce voyage, on repère des anomalies et on les corrige, car envoyer une machine lourde avec un défaut mécanique dans un environnement glacial, c'est signer son arrêt de mort. Une fois sur place, le char doit prouver que son moteur à refroidissement par air peut encaisser des températures qui figent l'huile, durcissent les joints et transforment chaque démarrage en lutte. Et contre toute attente, il se comporte mieux que certains concurrents testés dans des conditions similaires. Ce résultat n'est pas juste un bon point sur un rapport, c'est une victoire technique qui influence déjà les décisions futures de l'armée. Les exemplaires restés au centre d'essai continuent, eux, à accumuler du roulage comme si on voulait les épuiser. L'un franchit des centaines de kilomètres. Un autre pulvérise les attentes en avalant plusieurs milliers, au prix d'interventions répétées, de remplacements de moteurs, de changements de transmission, comme si l'on arrachait une à une les faiblesses d'un géant récalcitrant. Ces chiffres ne sont pas des records pour la gloire, ce sont des blessures comptabilisées, des preuves que la machine peut vivre, mais qu'elle exige un entretien constant, presque brutal. Et au milieu de cette endurance mécanique, une vérité revient hanter tout le programme. Le canon est monstrueux, oui, mais le rythme de tir reste un talon d'Achille. La puissance ne suffit pas si le temps de recharge te laisse sans réponse au mauvais moment. Alors, pendant que les prototypes roulent sous le soleil, dans la poussière et dans la glace, une autre bataille se prépare, plus froide encore. Une bataille pour accélérer le cycle du tir, pour soulager les hommes, pour faire en sorte que la machine ne soit pas seulement une exécution spectaculaire, mais une menace continue. L'arme était terrifiante, la coque était massive, les essais prouvaient que la mécanique pouvait survivre. Mais un seul problème continuait à saboter toute l'idée, comme une bombe à retardement, la cadence. 2 tirs par minute, c'est un luxe sur un stand, et un danger en duel réel. Parce qu'en face, l'ennemi ne te laisse pas le temps de respirer. Si tu tires et que tu rates, tu n'as pas une seconde chance confortable, tu as une seconde chance sanglante. Alors les ingénieurs arrêtent de rêver d'un canon parfait et commencent à traquer une solution impitoyable: réduire la souffrance du rechargement. Pas en parlant, pas en promettant, mais en installant des mécanismes qui prennent la place des muscles humains. C'est ainsi qu'apparaît la variante la plus intéressante du programme, celle qui transforme la tourelle en atelier de machine, le T-30E1. Le principe est simple à expliquer, mais brutal à réaliser.
Le système amène automatiquement la culasse dans une position idéale pour charger. Le projectile et la charge, au lieu d'être poussés par des gestes épuisants, sont assistés par un dispositif semi-automatique. Les chargeurs ne disparaissent pas, ils restent indispensables, mais leur rôle se transforme. Ils ne se battent plus contre le poids à chaque seconde. Ils alimentent un cycle mécanique qui fait le travail le plus violent à leur place. Et sur un engin où chaque tir est une décision, cette différence change tout. Moins de fatigue, moins de gestes ratés, moins de temps perdu dans le chaos. Mais la tourelle cache un autre ennemi, plus sournois encore. Après chaque coup, l'intérieur se remplit de dangers. Chaleur, fumée, et surtout ces énormes douilles qui s'accumulent. Sur un char moyen, c'est déjà gênant. Sur un char équipé de munitions gigantesques, cela devient un cauchemar. Les douilles prennent de la place, gênent les mouvements, rendent la coordination plus difficile et aggravent la sensation d'étouffer dans une boîte blindée. La réponse du T-30E1 est froide, presque industrielle. Un système d'éjection dédié qui expulse automatiquement les douilles vers l'extérieur. Le char rejette ses déchets comme une machine qui refuse d'être ralentie. Et pourtant, même en améliorant le geste, même en mécanisant une partie du travail, la question ne disparaît jamais complètement. Parce que le calibre reste le même, la masse du tir reste monstrueuse et le volume interne reste limité. On peut alléger l'homme, mais on ne peut pas changer la gravité. Les ingénieurs comprennent alors qu'ils sont en train de toucher une frontière, celle où la puissance ne se paie plus seulement en acier, mais en complexité. Chaque nouvelle solution ajoute des pièces, des réglages, des risques de panne, et sur un engin déjà lourd, chaque panne coûte plus cher qu'ailleurs. C'est là que surgissent les idées les plus radicales. Certaines études imaginent des systèmes encore plus poussés, des concepts où la tourelle elle-même devient une architecture différente, conçue pour que le cycle de chargement se fasse plus vite, plus proprement, avec moins d'efforts humains. Dans l'ombre, ces approches cherchent le même résultat, transformer la violence du coup en rythme soutenu, sans sacrifier l'équipage à l'épuisement. Mais à ce stade, on n'est plus dans un simple perfectionnement, on est dans une mutation complète, dans une direction qui coûte cher, prend du temps et exige de reconstruire la philosophie du char autour du chargement. Pendant que ces solutions se croisent, une autre réalité frappe le programme comme une lame. Le monde a changé. Le conflit pour lequel cette machine avait été pensée n'existe plus. Les armées regardent désormais vers une autre période, une autre menace, une autre logique. Et le T-30, malgré sa puissance, porte une marque impossible à effacer, son poids colossal. Un char peut être invincible sur papier, mais s'il écrase les ponts, s'il complique le transport, s'il demande des infrastructures spéciales, il devient une arme qu'on admire et qu'on laisse derrière. Le programme n'est pas une humiliation, mais il se termine comme beaucoup de projets extrêmes. Il ne gagne pas une place en unité de combat, il gagne une place dans les décisions techniques. Les essais ont prouvé quelles solutions tenaient, quelles autres cassaient, quel moteur méritait confiance, quelle transmission survivait, et jusqu'où on pouvait pousser un canon sans condamner l'équipage à un combat contre son propre char. Et surtout, ils ont fixé une vérité que personne n'oublie. Quand l'Amérique décide de frapper, elle peut créer une machine où chaque tir n'est pas un simple impact, mais une exécution. Si cette histoire t'a plu, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire quelle machine tu veux voir dans le prochain épisode, parce que j'ai encore des projets incroyables à raconter, et certains sont encore plus fous que celui-ci.